J'ai commencé par faire du fanzina, par travailler pour la revue Lapin qui m'avait déjà branché à l'époque, par le biais de Jean-Christophe Menu, proposer des choses à l'association et aussi à commencer à travailler. J'ai commencé aussi à travailler dans la presse comme illustrateur. Je travaillais pour des journaux comme Libération où on traitait de plus en plus des sujets de société, des trucs absolument inintéressants. Je me souviens avoir illustré un article sur « Faites attention en ouvrant des huîtres, vous allez vous blesser la main », par exemple, au moment des fêtes de Noël. Donc on se dit « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Et donc j'ai quand même tenu pendant 10 ans à illustrer ça, je gagnais ma croûte comme ça. Mais je m'emmerdais tellement que petit à petit, il y a eu une sorte d'excroissance qui s'est passée dans mon travail, quoi. Un système de vase communicant. Je voyais que mon travail de dessinateur de presse n'allait déboucher au mieux que sur des dessins pourris avec une carrière qui allait lentement décliner jusqu'à la déprime et l'alcoolisme vers 45 ans. Donc je me suis dit, je me suis rien dit du tout. En fait, ma créativité, elle s'est barrée ailleurs, quoi. Elle s'est transvasée vers ce truc bizarroïde qui est le travail sur les tampons. Donc le tampon, c'est une imprimerie portative. Et en vendant mes tampons, je permets aux gens d'imprimer eux-mêmes mon boulot, de finir le travail en fait, et aussi de le diffuser et de se l'approprier. C'est un peu ça l'idée. Les tampons sont des objets petits, c'est limité. Il faut condenser les images pour que ça fonctionne bien. Il faut faire des images assez péchues, assez violentes. Ça inspire ce genre de choses en fait. C'est propice à ce genre de choses. Le tampon en soi est un outil qui peut être violent puisqu'on l'applique sur des passeports, sur des autorisations, sur des permis. On peut décider, c'est le jugement à l'emporte-pièce de la société. Il y a quelque chose d'assez teigneux dans un coup de tampon de préfecture ou de commissariat. Donc ce côté teigneux, je l'ai tout simplement utilisé. Ça donne une force graphique à ce que tu imprimes. Ça a une force d'authenticité aussi, de vérité, parce qu'un coup de tampon, c'est souvent utilisé pour authentifier quelque chose. Il y a un côté violent à l'emporte-pièce, que j'aime bien, et qui va donc avec des images teigneuses, des images violentes, de la violence. Il y a plusieurs types de violence, hein, violence graphique, violence pornographique. La vulgarité aussi est une forme de violence, toutes sortes de pistes qui, moi, m'intéressent, parce que ça me fait rire. Le collège de pataphysique, j'en avais entendu parler en lisant les articles de Boris Vian, publiés chez 10-18, je crois, où il parlait du docteur Faustrol et où quelques-uns de ses courriers étaient reproduits. Mais le déclic s'est vraiment fait avec la pataphysique quand j'ai vu en l'an 2000 un livre qui s'appelait « Les très riches heures du collège de pataphysique » aux éditions Fayard, je crois, où le travail des sous-commissions, le travail du collège en fait était détaillé avec une iconographie assez riche. Et j'ai vu que notamment une sous-commission des tampons existait. Moi à cette époque-là, j'avais mon travail de tampographe qui était en train de prendre forme. Et je me suis dit, tiens, je me demandais ce que j'allais en foutre en fait, parce qu'il y avait ce machin-là qui poussait, c'était bizarroïde, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Et j'ai vu qu'il y avait cette sous-commission des tampons qui existait. Donc j'ai envoyé un courrier au pataphysicien, j'ai juste chopé l'adresse. Dans le livre, il y avait l'adresse de Thierry Foulque, qui est un des principaux pataphysiciens. Je lui ai envoyé un coffret avec quelques-uns de mes tampons et un cahier entièrement tamponné avec mes productions. Et puis ils m'ont répondu, à ma grande surprise, ils m'ont répondu un mois plus tard, pour me dire de prendre en charge les activités de la sous-commission des tampons, puisque plus personne ne s'en occupait. Donc c'est comme ça que je suis rentré au collège en fait. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Et ça a été les premières personnes à qui j'ai vraiment montré mon travail. Et ça a débouché sur ma première vraie exposition personnelle qui s'est passée un an plus tard dans une librairie à Paris, rue Saint-André-des-Arts, qui n'existe plus aujourd'hui. À la base, moi, j'aime pas du tout faire des livres. C'est vraiment pas mon truc. J'ai pas une attirance pour l'objet. Je trouve qu'il y a une sacralisation du bouquin qui me gonfle. C'est pas l'alpha et l'oméga de la création, faire un livre. Et en fait, j'ai fait le tampographe parce que j'en avais marre du système éditorial.
Je m'emmerdais à faire des bandes dessinées. Je ne trouvais plus mon intérêt en lisant les œuvres de mes collègues. Donc j'ai en quelque sorte pris le maquis. Je suis rentré dans mon atelier et j'ai fait ce que je voulais sans passer par le support du livre. Internet a permis de se dispenser de faire des livres. J'ai créé un blog, c'était très simple à faire. En 2 clics, on y arrive. Et puis j'ai mis mes choses en ligne comme ça. Donc mon travail a eu une existence par Internet. C'est vraiment comme ça que ça a pris, quoi. En fait, en tout cas au début, j'ai eu une audience de plus en plus forte, enfin comme tous les blogueurs, quoi. Enfin, et puis ça a fonctionné comme ça. Alors après, il se trouve que je connais quand même beaucoup de gens qui sont quand même des obsédés de la chose imprimée et qui m'ont dit il faut vraiment que tu en fasses un livre, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Et je me suis dit, ils ont peut-être quand même pas entièrement tort, parce qu'un blog, c'est quand même malgré tout qu'un peu d'électricité et que bon, c'est de l'Internet, c'est de l'électricité et c'est volatile tout ça. J'avais envie de donner un peu une forme plus définitive, enfin d'enregistrer mon boulot de manière un peu plus solide. Donc Menu m'a proposé, Jean-Christophe Menu des éditions de l'association m'a proposé de faire un bouquin. J'ai mis plus de 3 ans avant de trouver une forme qui me paraît satisfaisante et puis j'ai fini par le faire. Je fabrique des usages de faux, c'est-à-dire que les tampons permettent aussi de faire des jeux graphiques. Donc les usages de faux sont des inventions graphiques que je fais autour du travail de certains artistes pour lesquels je n'ai pas forcément une bienveillance démesurée. Je trouvais intéressant de mécaniser le propos d'un artiste et de le réduire à une vingtaine de tampons, surtout quand cet artiste est assez vindicatif, notamment Jean Dubuffet par exemple. Donc j'avais fait une exposition à la Maison Rouge où les gens pouvaient se servir des tampons. Il y avait deux grands meubles qui présentaient des tampons en libre service, si on peut dire, et les gens tamponnaient gratuitement leurs agendas, leurs papiers, tout ça. Il y avait des jeux graphiques, donc les gens pouvaient gratuitement se faire un petit Dubuffet, ou un petit Chessac, ou un petit Warhol, ou un petit Ben. J'ai juste fait des compositions à l'intérieur de cadres, des accumulations qui en fait sont le fond de mon atelier. J'ai fait une sorte de rafle. Ça enregistre, si tu veux, ce qui traîne dans mon atelier au moment où je fais l'exposition, je le colle, je fais une composition plastique avec ça et je ne cherche pas plus loin. C'est juste, voilà, mon boulot à ce moment-là, c'est ça. C'est tout. Il n'y a plus de choses à utiliser. Il n'y a plus de râtelier avec des tampons pour que les gens s'en servent. Je pense que je le referai peut-être, mais pour l'instant, ça me gave un peu de le refaire. Les gens que j'aime bien n'exposent pas beaucoup, en fait. J'aime bien le travail de Ludovic Levasseur, par exemple. J'aime bien le travail de Paquito Bolino. Ce serait bien que les gens se rendent compte que Paquito Bolino est un super éditeur, que c'est un super artiste et qu'il serait peut-être un peu temps de s'en rendre compte, les gars. Que, je sais pas, que Di Rosa lui fasse une énorme exposition au Miam, par exemple. Je sais pas, que même le musée d'art moderne de la ville de Paris se rende compte que cette mouvance existe. Je sais pas, ça serait bien quand même qu'on se rende compte que ça fait 20 ans que ce mec fait des trucs géniaux et qu'on l'aide pas des masses, quoi. Et qu'il demande rien à personne en plus. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a un peu du mal. Par exemple, que le salon d'Angoulême fasse une grande exposition Paquito Bolino, au lieu de foutre une exposition Di Rosa, on met Di Rosa dans l'underground, là, on le met dans une petite arrière-salle, et puis on fait une énorme exposition Paquito Bolino gigantesque avec du Paquito Bolino partout. Voilà, ça serait justice et bien. Ça serait bien. En même temps, la justice n'a rien à voir avec l'art. Mais bon, moi, ça me plairait.